Ceci est un livre audio autogénéré par Google. J'exprime ici ma plus vive gratitude envers mon père qui m'a aidé et orienté tout au long de ce long travail, et a su transmettre magistralement la vie et l'époque de notre aïeul. Dessin inédit de Carandache, 1859 à 1909, qui illustre le livre de souvenirs Ce que je peux dire dédicacé à Madame Arthur Meyer. De son vrai nom Emmanuel Poiré, Carandache fut caricaturiste, dessinateur et créateur du roman dessiné. Cofondateur avec son collègue J.L. Forain de l'hebdomadaire satirique anti-Dreyfusard et antisémite, Le Psy. Un des dessins les plus célèbres de Poiré fut un dîner de famille paru en février 1898 dans Le Figaro, pour illustrer la profonde division de la société française pendant l'affaire Dreyfus. Introduction. Pour camper tout de suite le personnage, nous citerons 4 témoins ayant côtoyé Arthur Meyer. L'écrivain et journaliste Simon Arbello dans son livre La fin du boulevard cite les principaux journaux de l'époque 1900 et leurs directeurs. Voici ce qu'il dit d'Arthur Meyer. C'était un personnage extraordinaire. L'ayant connu dans les dernières années avec ses favoris blancs, son beau visage sémite aux traits marqués, son élégance particulière, fidèle au chapeau haut de forme et aux bottines vernies, j'imagine assez bien ce qu'il devait être au temps de sa jeunesse quand, nous dit-il, chaque matin il se rendait déjeuner au Bignon, rendez-vous des journalistes et écrivains en vogue dont il allait devenir le commensal. Sa vie est un roman avec ses comédies, ses drames, ses duels. Dans Jour heureux d'autrefois, l'historien Marcel Fouquier consacre quelques pages à Arthur Meyer et commence en ces termes. Un des journalistes les plus typiques de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, fut sans contredit Mr. Arthur Meyer. Doué de la meilleure forme d'esprit, ayant acquis des usages l'indispensables, il sut par la sagacité de son jugement et dans une mesure exacte, faire du Gaulois le quotidien préféré de la haute société parisienne et provinciale. Il fut le défenseur du trône, le pionnier de la monarchie. L'historien Jules Berthaud dans les Dessous de la Troisième République nous livre cette description. Comment parler du Gaulois sans parler d'Arthur Meyer? Cet homme qui fut un admirable journaliste et qui peut être rangé dans la même ligne que les Girardins et les Villemessant, était arrivé à s'assimiler si bien à son journal qu'il faisait corps avec lui pour ainsi dire. Il ne vivait que de lui, par lui et pour lui. Il l'avait peu à peu pétri à son image. C'était en même temps sa créature, sa chose et lui-même. Cette passion pour son métier est un trop beau trait pour qu'on ne le souligne pas. Tous ceux qui ont approché Arthur Meyer, même dans ces dernières années, et qui l'ont vu diriger la maison qu'il avait créée avec un tact, une expérience, une finesse et une chance invraisemblables, conserveront longtemps le souvenir de ce spectacle unique. Le personnage était pittoresque à souhait. Dès ses premiers pas dans Paris, il eut la volonté obstinée de réussir avec un flair surprenant et un snobisme extraordinaire. Comment ne lui serait-il pas arrivé 1000 aventures? Quant à Lucien Corpechot, son rédacteur en chef pendant quelques années, il souligne au premier tome de ses souvenirs d'un journaliste dans le chapitre consacré aux Gaulois. Le Gaulois et son directeur ont tenu une grande place dans la vie parisienne, moins grande peut-être que ne l'imaginait Arthur Meyer lui-même, mais volumineuse tout de même. Les débuts d'Arthur Meyer. Arthur Meyer est né au Havre le 18 juin 1844. Son père Isaac Abraham Meyer était originaire de Momenheim, petit village d'Alsace qui connaîtra un essor grâce à l'arrivée du chemin de fer en 1852. Son grand-père Jacob Meyer, rabbin, enseignait dans l'école rabbinique de la vieille synagogue de la ville construite en 1778. Le père d'Arthur, né en 1819, est le dernier des 6 enfants de la famille. Très jeune, Isaac Meyer commence à travailler, son père ne pouvant l'entretenir. Comme beaucoup de Juifs qui après leur émancipation en 1791, peuvent circuler librement, il devient colporteur. Après avoir commencé par le commerce de rue, il va de ville en village, parvient au Havre et se fixe dans cette ville. Il y ouvre un étalage puis un comptoir et enfin un magasin. Il se marie en 1841 avec une jeune fille de 18 ans, Célestine Ducas. 2 enfants naîtront de cette union, Lucie née en 1842 et Arthur 2 ans plus tard. Arthur Meyer n'a pas connu sa mère qui meurt peu après sa naissance.
Isaac Meyer fera son possible pour élever ses enfants dans les meilleures conditions, et engage une domestique pour tenir la maison. Ce père courageux, pétri de vertus bibliques, est apprécié à sa juste valeur par Arthur Meyer qui éprouve pour lui un profond attachement. L'enfance d'Arthur est mélancolique, l'absence d'une mère se fera sentir. De surcroît, lorsqu'il avait 6 ans, il dut subir la présence d'une marâtre, son père s'étant remarié. Ce fut une liaison malheureuse qui finit par un divorce au bout de 3 ans. Lucie tentera d'apporter affection et gaieté au foyer. « Je n'ai jamais eu d'enfance », écrira-t-il dans l'avant-propos de Ce que mes yeux ont vu, son livre de souvenirs. C'est une grande tristesse. Seules les enfances heureuses font des âmes apaisées. Mon père qui n'avait pas eu le temps de s'instruire, voulut au moins m'épargner cette amertume, et comme un peu de vanité lui était venue avec un peu de fortune, il se mit à souhaiter que je ne prisse pas la suite de son commerce. C'était le temps où Scribe, abandonnant ses colonels, venait de mettre à la mode le parfait ingénieur. Tous les pères rêvaient des héros de Scribe ou d'Octave Feuillet. Mon père dut caresser ce rêve. Effectivement très jeune et pendant plusieurs années, son père emmenait chaque semaine son fils au théâtre pour libérer la seule domestique de la maison d'un travail de surveillance supplémentaire et en s'accordant cette seule distraction. Notre héros reconnaîtra plus tard s'être souvent endormi, mais il gardera une attirance pour cet art et ce milieu. Il écrira même une pièce qu'il fera jouer peu avant la guerre de 1914. En attendant que ce rêve de réussite se réalise pour son fils, Isaac Meyer le fait rentrer à 7 ans au collège du Havre. Béni soit sa mémoire pour cette touchante ambition. Je lui dois le peu que je suis devenu. On sent dans ces phrases la reconnaissance émue du fils. Installé à Paris à partir de 1859, Isaac Meyer inscrit son fils à l'institution Hénon-Ferté. Une anecdote amusante dévoile que déjà à 15 ans, il est attiré par les jolies comédiennes. Le directeur de l'institut intercepte des lettres du jeune collégien signé Arthur de Momenheim, nom du village où est né le père d'Arthur, adressé à une actrice des bouffes parisiens. Il tentait, sous ce nom honorifique et fantaisiste, d'être reçu par cette comédienne. Il se pare des plumes du pan en prenant un titre qui lui est étranger, se plaint le directeur dans une lettre adressée au père d'Arthur sans réaliser le comique de ce subterfuge. Le jeune Arthur termine ses études secondaires au lycée Bonaparte, qui deviendra le lycée Condorcet, et obtient son baccalauréat à 16 ans en 1860. Il entreprend des études de droit qui lui seront utiles pour ses premiers emplois. Il quitte le domicile paternel une fois son diplôme obtenu pour s'installer seul. Sa sœur Lucie restera avec son père jusqu'à 1861, date de son mariage avec Gilles Meyer, sans lien de parenté avec la famille, puis repartira au Havre. Elle s'intégrera avec son mari, au sein de la communauté juive de la ville. Arthur Meyer raconte qu'il passait régulièrement ses étés au Havre, près de sa sœur. Il trouve une place de petit clerc d'avoué chez Mitchain, maire du 9e arrondissement de Paris. Le premier clerc est Edgar Demange qui deviendra l'avocat du capitaine Dreyfus. Mais Arthur se lasse de ce travail austère et le quitte rapidement. En 1865, il accepte un emploi de secrétaire chez une célébrité du Second Empire, Blanche d'Antigny, qui prenait, disait-on, quotidiennement des bains de champagne, note André de Fouquier dans 50 ans de panache. Lorsqu'elle engage Arthur Meyer, elle n'a que 22 ans et occupe un luxueux appartement dans le 8e arrondissement payé par un ami russe. Elle porte de somptueuses toilettes, possède sa calèche et son cocher. Revenu de Russie, il y avait été amené en 1862 par le chancelier de l'Empire russe, le prince Gortchakov, séduit par cette beauté. Elle était revenue à Paris, couverte de diamants et de bijoux. Recommandée par le journal de Saint-Pétersbourg à leur correspondant Henri de Penne, rédacteur de la Gazette des étrangers, il va la lancer, suivant ses désirs, dans la carrière théâtrale. Elle devient rapidement la vedette d'opérette. Cette courte période a dû être fort agréable pour Arthur Meyer. Sa maîtresse est douce, gaie et fredonne à tout moment des airs à la mode. Elle débute au théâtre du Palais Royal et continue à jouer jusqu'à la guerre 1870. De son vrai nom Marie-Ernestine d'Antigny, elle vient de la campagne berrichonne et a débuté comme vendeuse. Notre jeune secrétaire ami intime susurra-t-on plus tard, l'aide à gérer ses affaires, à rédiger son courrier et organiser ses réceptions.
Il rencontre son entourage, des hommes du monde, du demi-monde et des gens du spectacle. Elle continue, comme en Russie, à vivre de ses charmes et ses amants sont riches et généreux. Nadar, photographe et homme de lettres réputé, ajoute des touches de couleur à la photographie noir et blanc de l'actrice. Un teint de lait, des yeux verts et une magnifique chevelure blonde. Quand Arthur Meyer quitte cet emploi sans intérêt pour son avenir, il fera partie du cercle d'amis de Blanche d'Antigny. Elle deviendra une actrice à succès. Elle peut alors louer un luxueux hôtel particulier où elle reçoit des gens de la finance, du théâtre, des hommes de lettres et de la presse. C'est là que notre novice rencontrera son futur collaborateur Henri de Penne, son futur beau-père le comte de Turenne, et nouera une série d'amitiés dans le monde de la finance, de la presse et du spectacle. Symbole de l'amour et de la beauté, incarnant le fantasme satisfait immédiatement, cette Vénus sera immortalisée par le tableau de Paul Baudry et 10 ans plus tard par celui de Gustave Courbet intitulé La Dame aux bijoux. La vie extravagante de Blanche d'Antigny servira de modèle à Zola dans son roman Nana. Elle se livrera à 1000 excentricités qui défrayeront la chronique. Malade et ruinée, elle meurt à 34 ans mais rentrera dans la mythologie des vedettes du second Vampire. Arthur Meyer s'est fixé un objectif, réussir par le journalisme, univers qui le fascine. Au XIXe siècle, la presse permet une progression sociale rapide facilitée par les rencontres avec des hommes politiques, des financiers et des écrivains. Représenter un journal assure de la crédibilité, en devenir le directeur confère du prestige. Il sait que la réussite n'est pas toujours assurée, beaucoup de quotidiens, de revues ont périclité ou sombré pour diverses raisons. Notre ambitieux débutant a eu la chance d'avoir eu comme ami de lycée Albert Millot, le fils de Moïse Polydore Millot, directeur du Petit Journal. L'apparition en 1863 de cette feuille de 4 pages en demi-format, 43 x 30 cm, représente une date essentielle dans l'histoire de la presse européenne. Pour la première fois, un quotidien par la vente au numéro et par son prix très bas, 1 sou, allait atteindre les couches populaires. Son succès est rapide et considérable. Outre son prix modique, le Petit Journal a un contenu apolitique, simple, attractif, accessible, un éditorial dominé par le bon sens populaire, la description de faits divers à sensation, des romans feuilletons qui fidélisent le lecteur. Plus tard apparaîtront des reportages. Arthur Meyer sollicite son ami pour avoir un poste dans le journal de son père. Justement, Millot veut organiser la vente au numéro de son journal en province, ce qui n'existait pas encore. Il va confier la surveillance de cette opération à son fils et à son ami. La multiplication des réseaux de chemin de fer facilite une diffusion massive. Millot fait installer des dépôts dans les grandes villes, d'où partent des colporteurs distribuer son journal jusqu'aux plus petits villages. La bonne marche de ces nouveaux réseaux est assurée par le fils Millot et Arthur Meyer, qui sont nommés inspecteurs des ventes. Pendant cette courte période, Arthur Meyer aura côtoyé tous les écrivains et journalistes qui travaillaient au Petit Journal et son exceptionnel directeur. Il saura bientôt en tirer profit. Il revient régulièrement à Paris notamment pour se rendre au bal de l'Opéra, dont il deviendra un habitué. Un soir, rendez-vous est pris avec un ami au café Tortoni pour se rendre à ce bal. L'ami arrive accompagné d'un certain Émile Gérard. La conversation s'engage, s'éternise puis s'achève sur cette proposition inattendue et inespérée. « Je vais fonder une revue », lui dit Émile Gérard. « Voulez-vous en être ? Et sans attendre ma réponse, venez me retrouver demain chez mon père, 145 rue Saint-Denis. » Arthur Meyer, qui a accepté d'emblée cette proposition, est fier d'avertir Millot qu'il quitte son poste pour créer son propre journal. Nos deux associés veulent rien moins que concurrencer la revue des deux mondes, et n'ont que 22 ans. Nous voilà devant deux débutants bien optimistes. Leur publication va s'appeler « La Nouvelle Revue de Paris ». Le titre est judicieux. Il existait une publication au titre similaire fondée en 1829 par le docteur Véron, La Revue de Paris, qui savait s'entourer de gens de renom tels Sainte-Beuve et Prosper Mérimée. La publication fut cependant suspendue en 1858, suite à l'attentat contre Napoléon III par le révolutionnaire Orsini. Nos amis s'installent au 19 rue des Saints-Pères. Le directeur gérant de la revue est Émile Gérard et l'administrateur général Arthur Meyer.
Le journal paraît au début de l'année 1864 et les chroniques littéraires y dominent. Dans les premiers numéros figure, entre autres, une nouvelle à épisode de Feydeau au titre très attractif, Le secret du bonheur. Il est remarquable que ces deux jeunes gens arrivent à réunir des plumes célèbres, ou qui vont le devenir comme celle de Francisque Sarcey qui sera pendant près de 30 ans la vedette de la critique théâtrale. Sarcey inaugure une nouvelle rubrique, la revue des revues. Il rassemble et résume les meilleurs articles parus dans les autres journaux. Dans le numéro de février, Lamartine vient raconter des souvenirs d'enfance puis parle des fables audacieuses et de celles de La Fontaine. Le vieux poète ruiné, écrit dans différentes revues pour survivre. La presse est une source de revenus indispensable pour de nombreux écrivains. Aurélien Scholl donne quelques morceaux choisis en vers. Les articles scientifiques informent les lecteurs des recherches et découvertes en médecine, en sciences, en toxicologie dans la chronique du Monde savant. On relate déjà des querelles d'interprétation, dans des affaires criminelles d'empoisonnement. La chronique mondaine intitulée « Le mouvement mondain » et celle du sport sont tenues par Henri de Penne, le fidèle ami d'Arthur Meyer. Il signale la création d'un nouveau club, le Sporting Club qui veut rivaliser avec le Jockey Club et dont le nom dévoile les ambitions et les tendances rivales. La mode féminine n'est pas oubliée, Valentine de Kervac signe une chronique de la mode. Un de ses articles décrit les toilettes à un bal impérial. Je citerai une robe qu'on a fort admirée, effet de neige, d'un vaporeux tout aérien, elle était garnie dans du tulle de boules de neige cachées. Je suis forcé de m'arrêter, ne voulant point qu'on m'accuse de trop agrandir dans un journal sérieux, le cercle réservé aux futilités. À la fin de l'année 1864, la revue s'arrête de paraître. Le père d'Émile Gérard, en faillite, ne peut plus subventionner le journal. Arthur Meyer aura quand même tiré profit de cette courte expérience. Il a su réunir des signatures d'auteurs connus ou prestigieux. Mon court passage à la revue m'avait fait connaître les hommes de lettres les plus brillants de la fin de l'Empire, précise-t-il dans ses souvenirs. Il continuera dans cette voie tout au long de sa carrière, et entretiendra des relations suivies avec les écrivains qu'il avait côtoyés. Voilà notre débutant de nouveau à la recherche d'un emploi. La meilleure méthode est de sortir, de se montrer, de fréquenter les cafés et restaurants à la mode où se réunissent journalistes, écrivains, politiciens et hauts fonctionnaires. On lui présente justement le préfet de l'heure, Janvier de la Motte, homme enjoué et jovial. Arthur Meyer se lie vite d'amitié avec lui, et le préfet finit par lui proposer de devenir son chef de bureau. Il accepte et part le rejoindre à Évreux. Il collabore à la campagne électorale du préfet, qui fut un succès. Mais cette vie de province, bien qu'agréable, ne lui convient pas, la capitale lui manque. Il quitte ce poste et revient à Paris. Éveillé par ses récentes expériences dans le journalisme, Arthur Meyer va chercher un travail dans ce domaine, plus proche de ses aspirations et ambitions. Mais le voilà à Paris sans argent et sans logement. Ne désirant pas retourner vivre chez son père, un ami va l'héberger. C'est Aurélien Scholl, le célèbre humoriste et chroniqueur qui avait accepté de donner quelques pièces de vers pour la Nouvelle Revue de Paris. Il a inventé, comme le fait remarquer Ferenczi dans l'invention du journalisme en France, un journalisme vif, insolent, incisif comme ses amis Vallès et Rochefort. Scholl rassemblait au café Tortoni une cour d'admirateurs, venant écouter ses jeux de mots et calembours. Arthur Meyer rencontre les amis de son hôte, notamment Edmond Tarbé des Sablons. Celui-ci lui parle de son projet. Fonder un nouveau quotidien, trouver un associé efficace et bien informé, choisir un bon titre. Arthur Meyer pense tout de suite que son ami Henri de Penne conviendrait parfaitement. Les présentations sont faites, les deux hommes semblent bien s'entendre. Le titre proposé par Arthur Meyer le Gaulois est adopté. La ligne politique du journal sera conservatrice et bonapartiste, c'est ce que désirait Arthur Meyer. La période est favorable pour fonder un journal. La loi du 11 mai 1868 accorde à la presse davantage de liberté. Elle remplace l'autorisation préalable par une simple déclaration, réduit le droit de timbre, donne à chaque journal le droit d'avoir sa propre imprimerie, supprime les avertissements et les suspensions mais maintient les tribunaux correctionnels pour les délits de presse. Le 5 juillet 1868 paraît le premier numéro du Gaulois. Son prix est de 15 centimes, l'abonnement annuel de 64 francs. C'est un journal politique et littéraire.
Son siège est situé au 16 rue de la Grange-Batelière. Les directeurs gérants sont Edmond Tarbé et Henri Depenne. Malgré les récentes modifications en faveur de la liberté de la presse, la pesanteur du contrôle administratif persiste. Une caution de 50 000 francs est exigée aux deux directeurs. Arthur Meyer est nommé chroniqueur des mondanités. Mais il avoue à Henri Depenne qu'il n'a encore jamais rédigé ce genre d'article. Henri Depenne lui propose de l'initier. La chronique parisienne florissante au XIXe siècle est un genre que le Monde a envié à la presse française. Depenne explique à Arthur Meyer que la chronique doit être un simulacre de conversation mondaine, mais aussi un exercice de littérature. Elle doit donner un jugement sur un sujet quelconque ou d'actualité, en ajoutant sous une forme légère des observations pertinentes ou philosophiques. Les chroniqueurs se réclamaient de l'art littéraire pour se parer de ces prestiges, déclenchant une querelle persistante avec les écrivains. Maupassant donne son point de vue dans le Gil Blas du 11 novembre 1886. L'article est intitulé « Messieurs de la chronique » où il écrit « Les chroniqueurs reprochent aux romanciers de faire de médiocres chroniques, et les chroniqueurs reprochent aux romanciers de faire de mauvais romans. Ils ont un peu raison, les uns et les autres. Dans ce domaine, les progrès d'Arthur Meyer sont si rapides que ces articles vont figurer en première page. Le titre de la rubrique est « Ce qui se passe ». Il signe sous le pseudonyme d'Octave de Parisis et raconte « J'avais acquis les sympathies des deux directeurs, et on m'offrit la direction d'une rubrique très variée et surtout très chargée qui comprenait les échos de la ville, du théâtre, du monde élégant et du sport. » Son émule reconnaissant dira d'Henri Depenne « C'était un journaliste de bonne roche et capable d'écrire au courant de la plume l'article quel qu'il fût qui lui était commandé, politique, artistique ou littéraire. » Et il ajoutera qu'il écrivait des chroniques étincelantes. Il appréciait la désinvolture de cet homme du monde accompli, à la belle allure, familier de l'étiquette, à l'aise dans tous les milieux comme le deviendra Arthur Meyer à son contact. On conçoit là tout ce que Depenne a apporté à son ami, en l'influençant aussi sur ses goûts et ses jugements. Henri Depenne, béarnais comme Henri IV, était grand, très beau et bien bâti, d'une distinction qu'accentuait sa froideur hautaine. C'était un cœur d'or, affectueux pour ses amis, secourable à ceux qui faisaient appel à sa bonté, reconnaissant des services qu'on lui rendait et pratiquait sinon le pardon, tout au moins le dédain des injures. Je l'ai appris à son contact. Le principal souci de la nouvelle équipe est de publier un roman sensationnel pour attirer les premiers lecteurs. On pense solliciter Victor Hugo resté tout aussi célèbre malgré son exil. De son île, il accepte avec joie de recevoir Henri Depenne et Edmond Texier qu'il connaissait déjà sauf le jeune Arthur. À l'hôtel où nous étions descendus, raconte Arthur Meyer, on nous remit la lettre que voici. Chers confrères, je suis au bain. J'aurai la plus grande joie de vous serrer la main. Voulez-vous me faire l'honneur de venir déjeuner avec moi, à midi? Je compte sur vous. Que de choses nous avons à nous dire. Que vous êtes charmant d'être venu sur mon rocher. À midi, n'est-ce pas? Je vous serre la main avec effusion. Victor Hugo. Mon nom à moi lui était inconnu. Il me prit pour le bailleur de fonds, et comme il avait le culte de l'argent, je fus traité par lui avec des égards particuliers. L'affaire fut rapidement conclue. Victor Hugo nous promit les travailleurs de la mer. Dès lors le Gaulois allait prendre son essor. Pour mener un train de vie convenable, du moins en apparence, on lui alloue 600 francs par mois. Il peut ainsi se rapprocher du monde sans entrave matérielle. Cette rubrique lui convient parfaitement. Tout au long de sa carrière, il aimera les fastes de la vie mondaine, les décrire et côtoyer les célébrités du moment. Dans ses mémoires, il explique sa méthode pour s'approcher des gens importants au restaurant à la mode chez Bignon ou au café anglais, boulevard des Italiens. Par économie, grâce à un menu digne d'un Spartiate, je me trouvais en contact avec tous les Athéniens de Paris. Lentement, prudemment, par étapes successives, je me rapprochai de la fameuse table des célébrités où finalement je fus admis à m'asseoir. Me voilà reçu dans le tout Paris littéraire et artistique, et dès lors je n'eus plus à solliciter des interviews sensationnelles, des échos inédits, il me suffisait d'écouter. Dans le premier numéro du Gaulois, le 5 juillet 1868, il décrit la promenade de l'ex-duchesse de Morny, réputée pour sa beauté.
Hier, les rares promeneurs du boulevard ont pu apercevoir Madame la Duchesse de Ceslo, qui pendant près d'une heure, n'a cessé de le parcourir au bras de son mari, entrant de magasin en magasin. Au reste, depuis son retour à Paris, la duchesse qui, paraît-il, a une prédilection particulière pour nos boulevards, y fait souvent de longues promenades à pied. Elle ne néglige pas le bois pour cela. C'est une des dernières assidues, et tous les jours, comme au temps où elle était duchesse de Morny, on la voit faire son tour de lac dans un splendide 8 ressorts. Et dans le Gaulois du 19 novembre 1868, il annonce le décès de James de Rothschild. De cette illustre famille représentant l'aristocratie de la finance, Arthur Meyer donne maint détail sur les différentes branches comme pour une lignée royale. Notre jeune écotier vient à peine de s'initier à cette nouvelle activité, que le 12 octobre 1868, la société Le Gaulois est dissoute. Les deux associés se séparent, Tarbé restant seul à la tête du journal. Les raisons de cette séparation demeurent inconnues. 9 ans loin du journalisme. Arthur Meyer quitte le quotidien en même temps que De Penne. Ce dernier, largement indemnisé par Tarbé, peut fonder un journal concurrent. Le 14 décembre 1868 paraît le Paris qui deviendra Paris Journal. Henri De Penne garde son ami avec lui et le charge de la même rubrique sous le titre « Les choses vues ». Le nouveau pseudonyme est Jean de Lutèce. Mais cette activité va soudain s'interrompre suite au duel en avril 1869 qu'il oppose à un autre journaliste, Karl Desperrières. Celui-ci venait d'écrire un article injurieux contre Arthur Meyer, jaloux du succès obtenu par les chroniques de ce dernier. Un duel a lieu. Notre duelliste est blessé et reste alité 3 mois. Ses témoins compatissants viennent le voir tous les jours. Les visites sont nombreuses. Ma situation de journaliste parisien et mondain m'avait ouvert les portes du monde élégant de cette époque. Ma petite chambre de l'hôtel de Florence, rue Mathurin, semblait une succursale d'un club à la mode. Il énumère les noms de ses visiteurs, fusion pour la première fois entre les hommes du monde et le monde du journalisme. Précise-t-il. Devenu journaliste mondain, il recueille les gratifiants résultats. Pendant cette retraite forcée, il lit beaucoup livres, journaux, revues et façonne son goût et son sens critique. À la recherche d'un emploi une fois rétabli, De Penne ne pouvant plus le rémunérer, il est engagé en janvier 1870 par Edmond About, directeur du Soir. Il va être de nouveau chroniqueur, sa rubrique s'intitule « Le Monde et la Ville » qu'il signe Bajazet. Peu satisfait de cette activité dans ce journal, il sollicite une relation, un dramaturge à succès, Ludovic Halévy, pour obtenir une sinécure politique. Voici la lettre que reçoit Halévy, retrouvée par Orion qui l'a reproduit dans les Lyonnes du Second Empire. Mon cher Halévy, vous me connaissez depuis 6 ans, vous savez donc le peu que je vaux et je suis tout désespéré de me faire à moi-même mon apologie. Or à la suite du duel de l'an dernier, j'avais d'une part renoncé au misérable journalisme que je fais et de l'autre demandé une sous-préfecture sous les auspices du ministre de la Justice d'alors et du général Fleury. La situation m'avait été promise, mais depuis ce temps nous avons fait bien du chemin, beaucoup se sont arrêtés sur celui de Damas. Moi je n'ai pas le choix, je ne connais pas l'ombre d'un homme du jour, je sais pour l'entendre dire qu'il y a des orléanistes, mais où les trouve-t-on et à quoi les reconnaît-on ? Vous m'avez bien fait un soir de première, Fanny Lear, l'honneur de me présenter à Mr. Prévost Paradol, qui depuis ce jour est fort aimable pour moi. Mais cela ne constitue pas une relation suffisante et de laquelle je puisse faire état. Vous, c'est autre chose. Mr. Paradol est fort de vos amis, et en haute faveur aujourd'hui, si vous le voulez un peu, je puis obtenir une situation sortable à la presse ou aux Beaux-Arts, puisqu'on ne veut pas de moi pour faire le bonheur de Brive ou de Tarascon. On dit place aux jeunes, ne suis-je pas assez jeune ? Je serais heureux de causer de tout cela avec vous. Peut-être jugeriez-vous que mon cas est digne de votre sympathie. Je serais parfaitement homme à partir avec Mr. Prévost Paradol en qualité de son secrétaire particulier s'il était comme justice, nommé à Washington. Puis-je espérer un mot de réponse de vous ? Pardonnez-moi et croyez-moi votre reconnaissant Arthur Meyer. Si cette démarche avait abouti, Arthur Meyer serait parti avec Prévost Paradol nommé ambassadeur aux États-Unis, et sa carrière eût été tout autre. Mais voilà que Janvier de la Motte, le préfet de l'Eure, vient le solliciter. Nommé secrétaire général du comité plébiscitaire,
Il a besoin d'un secrétaire pour le seconder pendant cet événement important. Arthur Meyer accepte sans hésiter. Grâce à ce poste, il va être en contact avec le pouvoir. Ce plébiscite décidé par Napoléon III et fixé le 8 mai 1870, doit permettre à l'empereur de faire ratifier ses Senatus Consultes du 8 septembre 1869. Ils doivent transformer son régime libéral en régime parlementaire. Celui du 20 avril 1870 doit garantir la succession du prince impérial. Il espérait ainsi regagner la confiance des Français et consolider l'Empire et son pouvoir devant une opposition devenue plus organisée et plus violente. L'assassinat, le 10 janvier 1870 du journaliste Victor Noir par Pierre Bonaparte, fils du cousin de l'empereur, suivi de son acquittement ainsi que l'arrestation de Rochefort et Delescluze, journalistes aux vigoureuses critiques, finissent par exacerber les esprits. Pourtant Napoléon III avait pris, à partir du janvier 1870 des mesures populaires. Révocation d'Haussmann, préfet de Paris, tant décrié pour ses dépenses inconsidérées. Nomination au gouvernement, de 2 opposants au régime bonapartiste. Nomination de Prévost Paradol, ambassadeur de France à Washington. Affectation de J.J. Weiss à la direction des Beaux-Arts. Autorisation de la vente de certains journaux sur la voie publique comme Le Rappel, Le Réveil ou La Marseillaise. Contre toute attente, le plébiscite est un succès. 7 350 000 voix pour le oui contre 1 572 000 voix pour le non et 1 882 000 d'abstention. Bonapartiste de la première heure, Arthur Meyer peut à loisir contempler de près l'empereur le jour de cette victoire. Il accompagne Janvier de la Motte, secrétaire général du comité plébiscitaire, et le duc d'Albufera, vice-président, porter les premiers résultats encourageants. Il exprime son admiration envers Napoléon III. Aucun peintre n'a pu rendre son regard. Son regard ne fixait pas, il enveloppait et chacun se sentait réchauffé par son rayonnement. Mais après cette belle victoire, se profile à l'horizon un conflit avec la Prusse. Le cousin du roi de Prusse, le prince Léopold de Hohenzollern, se porte candidat à la succession du trône d'Espagne. Les protestations de la France qui soutient l'accession d'un Bourbon-Parme pour la péninsule ibérique entraînent le retrait du candidat prussien. Mais Bismarck, voulant la guerre pour réaliser l'unité de l'Allemagne, modifie le télégramme destiné à Napoléon III, c'est la dépêche d'M, vexante pour la France. Napoléon III et son ministre Émile Ollivier veulent éviter le conflit. Ce dernier est plus préoccupé par l'agitation sociale, les grèves et l'opposition. Poussé par l'impératrice, par Gramont, ministre des Affaires étrangères qui fait miroiter à l'empereur une participation de l'Autriche, et les affirmations imprudentes du ministre de la Guerre affirmant que l'armée est prête, l'empereur se décide à déclarer la guerre à la Prusse. Quelques rares sénateurs inquiets avaient demandé, avant cette date fatidique, si l'armée française était bien préparée à affronter l'armée prussienne, se rappelant les mises en garde du maréchal Niel qui, ministre de la guerre en 1867, avait voulu réformer l'armée et moderniser son armement mais n'avait pu obtenir les crédits nécessaires. Pessimiste, il avait confié « Vous verrez, la Prusse nous fera le saut de la panthère ». Dans son 2e tome de souvenirs, Arthur Meyer cite la une de quelques grands quotidiens sur cette période cruciale. Ainsi Le Figaro écrit « Ce n'est pas seulement Paris qui a acclamé la guerre, nos 89 départements sont aussi soulevés que la capitale contre la Prusse. La proclamation de la guerre est acclamée dans tout le pays. Ce fut une ivresse dans toute la France, on pavoisa, on illumina les petits soldats qui traversaient Paris, ou les accompagnaient à la gare en criant à Berlin. » Il exprime lui aussi un patriotisme enflammé, et son espoir de voir les forces politiques réunies pour faire front à l'ennemi. L'inquiétude de ses sénateurs était justifiée. La victoire allemande est fulgurante. En 5 semaines, l'armée impériale est défaite face à un ennemi mieux armé et mieux commandé. Napoléon III est fait prisonnier avec ses 100 000 hommes et capitule le 2 septembre après le siège de Sedan. Le général Bazaine, au lieu de livrer bataille, s'enferme dans Metz avec ses 170 000 hommes. Paris est encerclé. Le 4 septembre, la République est proclamée et l'Empire déchu. Gambetta maîtrise et canalise les mouvements de foule des Parisiens puis de la province vers l'objectif suprême, la défense du territoire français. Un gouvernement de défense du territoire national est constitué.
La dissolution du corps législatif et du Sénat sont les premiers décrets adoptés. Les prisonniers politiques dont Rochefort sont libérés, et les exilés comme Victor Hugo peuvent revenir en France. Arthur Meyer s'enrôle dans la garde nationale chargée de protéger Paris. Il côtoie de nouveau Victor Hugo venu de son rocher de Guernesey, défendre Paris. Il l'avait déjà rencontré lors de son exil pour une interview. J'avais déclaré que je ne rentrerais à Paris qu'avec la République. La République est faite, je rentre pour la défendre à vos côtés, déclare Victor Hugo s'adressant aux Parisiens en se coiffant du képi de la garde nationale. Arthur Meyer raconte dans le premier tome de ses mémoires. Je suis resté à Paris pendant le siège, et si je le dis, ce n'est pas pour me présenter comme le héros de la défense nationale, rien ne serait moins exact, mais pour marquer que je raconte ce que j'ai vu. D'autres ont célébré à loisir les horreurs du siège et l'héroïsme des Parisiens. Une partie du gouvernement provisoire se rend à Tours pour organiser la défense de la capitale. Pendant le siège, la résistance des Parisiens est héroïque. Seuls les pigeons voyageurs apportent les nouvelles de l'extérieur. Le 5 janvier 1871 commence le bombardement de Paris. Jules Favre, ministre des Affaires étrangères mandaté par le gouvernement provisoire, rencontre Bismarck pour décider des conditions d'un armistice. Il est signé le 28 janvier 1871. Le 8 février, l'Assemblée nationale est élue. Elle se réunit à Bordeaux le 16 février. Sur 750 représentants élus, on compte 230 républicains, 20 bonapartistes et 400 monarchistes. Légitimistes et orléanistes favorables à la paix sont trop divisés pour imposer la monarchie. Arthur Meyer commente ce résultat. Les départements qui ne pardonnaient pas à l'Empire d'avoir commis les fautes du début, qui pardonnaient encore moins à la République de les avoir aggravées, élurent une majorité monarchiste. Adolphe Thiers, adversaire de la guerre dès le départ, est nommé chef du gouvernement le 17 février et Jules Grévy devient président de l'Assemblée. Thiers et Jules Favre négocient avec Bismarck les préliminaires de paix à Versailles, où a été proclamée le 18 janvier l'unité de l'Empire allemand. Le 26 février, les conditions imposées par Bismarck sont acceptées, et l'accord est ratifié par l'Assemblée nationale. Cette défaite coûte très cher à la France. Perte de l'Alsace, du nord de la Lorraine avec Metz, règlement d'une indemnité de guerre de 5 milliards de francs or payable en 3 ans. C'est la banque Rothschild qui contribuera largement au paiement de cette dette de guerre. On connaît la réponse de Thiers au banquier lui demandant quelle garantie on lui offrait. L'honneur de la France. Pour garder Belfort, si durement défendu par les troupes du colonel d'Enfer Rochereau, le gouvernement permet à l'armée allemande de défiler sur les Champs-Élysées. Cette humiliation et les conditions imposées par Bismarck exaspèrent les Parisiens après les sacrifices et les privations du siège. Viennent s'ajouter la suspension du paiement et le désarmement imminent de la garde nationale. Une partie des Parisiens excédés se révolte. C'est l'insurrection du 18 mars 1871. Paris s'organise en commune. Des pourparlers avec le gouvernement légal échouant, la guerre civile éclate. Beaucoup d'engagés de la garde nationale quittent à ce moment Paris, ainsi qu'Arthur Meyer pour Versailles où réside le gouvernement. Le père d'Arthur est déjà parti au Havre se réfugier chez sa fille Lucie. Le 10 avril, Arthur Meyer et son ami Henri de Penne vont aux abords de Paris pour se rendre compte de la situation. Expédition dangereuse, de Penne retourne à Versailles blessé. Du 21 au 28 mai 1871 se déroule la semaine sanglante pour les combattants de la Commune. On se bat rue par rue. Le dernier soir, le maréchal MacMahon fait tirer à boulet rouge toute la nuit. Plusieurs maisons flambent. Le général Gallifet mène une répression terrible avec à la bouche le slogan « Toute clémence serait démence ». Ces exécutions arbitraires lui vaudront le surnom de Marquis Rouge. On dénombrera chez les communards près de 20 000 morts. Arthur Meyer, qui a suivi les étapes de ce soulèvement, affirmera avec conviction : les révolutionnaires sont les ennemis permanents de toute autorité, adversaires de l'idée de patrie, il leur importe peu de la sacrifier à leur instinct de destruction. Cette période de trouble l'aura marqué définitivement. Il restera toujours le tenant d'un pouvoir fort seul capable d'éviter toute dérive. Au lendemain du démantèlement de la Commune, notre jeune bonapartiste va en Angleterre rencontrer Napoléon III réfugié à Chislehurst aux environs de Londres,
lieu d'exil de la famille impériale. Au nom de quelques jeunes amis restés comme lui résolument bonapartistes, malgré le désastre provoqué par l'empereur, il vient proposer à Napoléon III un plan de restauration. L'empereur m'avait écouté complaisamment, puis il me dit ces simples mots: « Jeune homme, avez-vous 2 régiments ? » Je ne les avais pas. La conversation s'arrêta là. Il relate cet épisode dans une conférence qu'il donnera en 1923. Après cette rencontre mémorable, Arthur Meyer resta en relation avec le milieu bonapartiste en pleine réorganisation. Le mouvement était dirigé depuis Camden House, une résidence anglaise, d'abord par Napoléon III, puis à sa mort par l'impératrice secondée par Rouher. Des fonds sont investis dans l'appel au peuple, réseau des membres bonapartistes et dans son organe de presse l'Ordre. Arthur Meyer se rend à Londres à diverses reprises. Ses déplacements intriguent la police de Calais. Il est arrêté le 19 mai 1871, soupçonné de comploter en faveur de Napoléon III. Dans les archives de la police, on relève une lettre de protestation d'Arthur Meyer adressée au ministre de l'Intérieur à Versailles, se plaignant de cette arrestation. J'ai été arrêté hier à Calais, sous la prévention de manœuvres bonapartistes venant de Bruxelles où réside ma famille, en me rendant à Versailles, où j'espérais sous la foi des déclarations de Mr. Thiers, rentrer promptement à Paris où j'habite. Mr. Desprez, sous-préfet de Boulogne, devant lequel j'ai été conduit, par lequel j'ai été courtoisement interrogé, a télégraphié dès hier matin et attend des instructions pour moi. Je réclame une prompte application de la stricte légalité et vous présente mes respects. Arthur Meyer. Une autre lettre du sous-préfet, tout en faisant état de ses soupçons, montre qu'il a libéré son prisonnier. Je n'ai reçu aucune réponse relative à Meyer Arthur. Il avoue franchement ses sympathies bonapartistes, mais affirme ne se livrer à aucune manœuvre politique. Il explique ses voyages à Londres et à Bruxelles par la présence de sa famille sur ces 2 points. Ancien secrétaire de M. Janvier de la Motte au moment du plébiscite, je crois qu'on peut sans danger le laisser retourner à Versailles, sauf à l'y surveiller. J'attends cependant des ordres pour cela. Arthur Meyer traversera une nouvelle fois la Manche le 13 janvier 1873 pour se rendre aux obsèques de Napoléon III à Londres. Il est accompagné d'Edmond Tarbé, le directeur du Gaulois de l'époque qui s'est rapproché du régime impérial. Le journal sera encadré de noir, pour annoncer l'événement. Puis Arthur Meyer va se détacher du journalisme. Il s'en éloignera pendant 9 ans. Son objectif est de réunir assez d'argent pour acquérir son propre journal. Il va décider de spéculer en bourse pendant son emploi de remisier, chez l'agent de change Martin. Notre jeune ambitieux a la chance d'avoir comme mentor et ami Émile de Girardin, directeur de plusieurs journaux et financier avisé. Il le conseille utilement sur ses investissements boursiers. Ils se sont rencontrés au salon de la comtesse de Loane. Il suit aussi les avis des Rothschild qui fréquentent la bourse. Il les a connus au moment des funérailles de l'aîné de la famille James de Rothschild. Il était là en tant que jeune chroniqueur du Gaulois. Il se liera d'amitié avec certains d'entre eux. Pendant le conflit de 1914, il enverra sa femme et ses 2 filles se réfugier chez les Rothschild de Londres. Pendant ce laps de temps, de mai 1870 à juin 1879, il raconte qu'il allait régulièrement rendre visite à Émile de Girardin tôt le matin. Il écoutait et apprenait beaucoup de ce fameux directeur. Dirigeant le quotidien La Presse, il était en même temps homme politique. Pendant près de 10 ans, jusqu'en 1879, je ne collaborais à aucun journal. Je m'entretenais la main en allant voir tous les matins vers 7h30 Émile de Girardin qui me montrait toujours une grande amitié. Il recevait, vêtu d'une sorte de froc, dans nos chambres monacales où l'on gelait en hiver car il n'y faisait jamais le feu. Il relate une anecdote qui dévoile la puissance de ce personnage, magnat de la presse de l'époque. Un matin j'étais chez Girardin quand on annonça Mr. Lefort député. Discrètement je voulais me retirer. Girardin me retint. « Restez, me dit-il. Vous allez assister à une scène qui pourra vous être profitable. » Monsieur Lefort entra et prit une chaise. « Je ne vous ai pas dit de vous asseoir. Cependant, taisez-vous et écoutez-moi. C'est moi qui vous ai fait député. C'est moi qui vous ai fait nommer rapporteur du budget de la guerre.
J'aurais fait de vous un ministre, mais hier vous vous êtes permis d'attaquer à la tribune le général de Cissé, la baronne de Kaoula qui sont mes amis. Eh bien je vous déclare que bientôt vous ne serez plus rien, rien. Monsieur Lefort sortit sans répliquer et Girardin se tournant vers moi. Retenez bien, dit-il, ce que vous avez entendu. Arthur Meyer ne retiendra pas la leçon. Son caractère indulgent et tolérant ne le poussa jamais à ses extrémités. Il va profiter de ces années loin du journalisme pour étendre ses relations. Son rôle de chroniqueur mondain lui avait ouvert de nombreuses portes. Il avait su nouer d'intéressantes et solides amitiés. Il sera invité à de nombreuses réceptions mondaines et fréquentera divers salons. Il se fera une opinion des qualités que doit posséder une maîtresse de maison pour tenir un salon. Il les énumère au chapitre intitulé « Salon d'hier et d'aujourd'hui », dans ce que je peux dire son deuxième tome de souvenirs. Il précise qu'il a été introduit dans le salon influent de la comtesse de Loane par Émile de Girardin. Pour diriger un chœur, il ne faut pas en faire partie. Pour constituer un salon, c'est-à-dire pour réunir des esprits et des cœurs souvent disparates, il faut à la maîtresse de maison qui en a l'ambition, l'art suprême de faire naître une causerie et de l'assurer sans jamais la dominer. Il lui faut écouter et faire écouter ceux qu'elle excelle à faire parler. Il faut, avec une douce autorité, interrompre fermement les apartés, couper court aux colloques bruyants, exciter délicatement les silencieux. Une véritable maîtresse de maison saura offrir la raquette, mais se gardera de lancer le volant. Et il ajoute : j'ai eu la chance de rencontrer dans la société actuelle des femmes auxquelles ce rôle de directrice de l'opinion, si glorieuse parfois, si utile toujours, semblait réservé. La comtesse de Grefful, la comtesse Jean de Catellane, la marquise de Ganay, sa sœur la comtesse de Béarn, la comtesse Jean de Montebello, la duchesse de la Trémoïlle, la duchesse de Rohan, la princesse de Léon, la vicomtesse de Rohan, la comtesse Aubernon de Neurville. Il parle aussi d'un grand salon, le salon par excellence, qui a dominé jusqu'en 1903 le monde impérialiste, celui de la princesse Mathilde. Il énumère le nom d'une trentaine de femmes dirigeant un salon important et précise. J'ai voulu marquer, à côté des salons qui méritèrent d'être appelés une institution, ceux qui se limitèrent à être le divertissement des mondains et par là n'ont laissé et ne laisseront que la trace de leur éclat, non celle d'une influence. Il consacrera de longs chapitres à celui de la comtesse de Loane. Il précise qu'elle avait obtenu ce record de recevoir 2 générations d'hommes politiques et d'écrivains d'Eugène Rouher, Renan, Sainte-Beuve à Clémenceau, Barès, Copé. Ce salon a été une fabrique d'académiciens, note Léon Daudet, dans Salons et Journaux. La chroniqueuse mondaine du Figaro, Étincelle, estimait beaucoup plus nombreux le nombre de salons influents et écrivit le 29 mars 1885. Il y a dans Paris une centaine de salons leaders qui marchent à la tête de l'opinion et prononcent des jugements ayant force de loi. Avec un tout Paris restreint, évalué à 500 personnes, précise-t-elle. Chaque salon parisien qui comptait avait sa spécialité. Certains étaient littéraires, avec ou sans patronage d'un académicien. D'autres étaient politiques, diplomatiques ou musicales comme celui de Mathilde Saint-Marceau. D'autres n'étaient que prétexte à bavardage ou à échange de cartes. Signalons que Rachel Boyer, ancienne sociétaire de la Comédie Française et amie d'Arthur Meyer, créa à la fin du XIXe siècle le premier salon de la bienfaisance dans son hôtel particulier de Neuilly. Le séjour parisien du poète Gabriele D'Annunzio, de 1905 à 1910, fut un événement mondain. Tous les salons, toutes les réceptions se disputaient sa présence, il était le clou d'une soirée. Il éprouva une grande amitié pour notre directeur. On le sait grâce à une photographie du poète mise en vente il y a quelques années où on pouvait lire « À Arthur Meyer avec mon affectueuse amitié ». Lorsqu'Arthur Meyer devint directeur du Gaulois, son rédacteur en chef Lucien Corpechot raconte dans Souvenirs d'un journaliste. Il n'allait pas comme Stendhal à la chasse au bonheur, mais à la chasse aux nouvelles et il se rendait volontiers dans les salons où sonnaient, selon son expression, les trompettes de la renommée. Il allait dans le monde par goût, mais aussi par devoir professionnel. Il avait acquis le sentiment très vif et la science de la vie de salon, de tout ce qu'on peut y surprendre en un clin d'œil de commérage piquant, de lutte, d'hostilité courtoise propre à renseigner un homme avisé. Il revenait rue Drouot vers 5 heures, riche d'un gros bagage d'indiscrétion et de confidence. Il faut noter à son honneur que, sachant de la sorte tous les dessous de la vie de Paris,
Il ne laissa jamais paraître dans son journal une note scandaleuse. Arthur Meyer boulevardier. Arthur Meyer a été boulevardier et journaliste dans l'âme, dira un témoin. Pour avoir une idée de l'aspect que pouvait avoir Arthur Meyer quand on l'apercevait sur les boulevards, on citera la description que donne Adolphe Brisson dans la revue illustrée du 15 novembre 1891, à la rubrique « À travers champs ». Contemplez ce gentleman correct qui s'épanouit sur la couverture de la revue. Admirez avec quel art est fait son nœud de cravate. Arrêtez vos yeux sur la coupe élégante de ses habits, sur la neige immaculée de son plastron, sur l'éclat fulgurant de son tube, sur les flots ondoyants et soyeux de ses favoris. Cet homme du monde qui se rend au club, ou qui en revient est monsieur Arthur Meyer, journaliste et homme politique français né au Havre en 1844. Dans la rubrique « Hommes et choses » du journal La Dépêche de 18 novembre 1924, Édouard Comte consacre un article à Arthur Meyer où il écrit « Une fois qu'on l'avait vu, c'était pour la vie. Il était inoubliable. Vivrait-on aussi longtemps que Mathusalem ? On était sûr de conserver dans le champ de sa vision ce pas trop menu, cette démarche à la fois circonspecte et affairée. Quant au journaliste Flax, il note dans la Politique illustrée de juin 1918 en parlant d'Arthur Meyer. Et il commença à se composer cette attitude de correction et de froideur qu'on a tant louée, cette démarche en bois dont il a été longtemps question. Dès l'âge de 22 ans, Arthur Meyer se préoccupait de son apparence et se piquait d'élégance. On le décèle grâce à un relevé trouvé dans ses affaires personnelles. État de mes dettes du 8 octobre 1866 sauf erreur ou oubli. 3 notes de tailleur différents, 7600 francs. 3 notes de bottier différents, 630 francs. 3 notes de chemisier différents, 860 francs. Costumier, 600 francs. En convertissant ce total de 9690 francs de l'époque en euros, soit aujourd'hui environ 37 000 euros, on constate que c'est une somme importante pour des frais vestimentaires. Il avait compris qu'une des qualités essentielles du boulevardier était l'élégance. Il finira par être un des boulevardiers les plus typiques, comme le signale Maurice Talmer dans ses Souvenirs de la comédie humaine, passage cité par Jules Berthaud dans Le Boulevard. D'une habileté consommée et toujours disposé à toutes les combinaisons, Meyer avec son type juif d'une distinction spéciale, sa calvitie d'un brillant d'ivoire, ses impeccables favoris, était une des vedettes de l'élégance parisienne. Tous les théâtres le virent à leur première représentation, tous les champs de course le reçurent dans leur pesage et nombre de salons du grand monde s'ouvraient à sa cravate blanche et à son claque. Une curieuse expression était consacrée pour désigner ces hommes très élégants, ils sont pourris de chic. Suivant la description qu'en donnent ses contemporains, et en examinant photographies et croquis des apostrophes Arthur Meyer, on a un aperçu de son aspect général, chemise à col haut et cassé, gilet blanc ou noir entièrement boutonné, pantalon rayé gris ou à pied de poule sans revers, souliers vernis, guêtres, veste basse aux poches larges pour la journée, jaquette pour les mariages et les courses, queue de pie associée à une cravate ou à un nœud papillon, smoking associé à une cravate blanche ou noire pour le théâtre et réception nocturne, ou plan en guise de manteau. Souvent les invitations précisaient la couleur de la cravate qu'il fallait porter. Arthur Meyer l'agrémentait d'une perle. Chapeau haut de forme et gants en satin blanc étaient de rigueur. On verra toujours un camélia blanc à la pochette du revers de sa jaquette ou de son smoking, et des boutons de manchette en fleurs de lys. Il personnifiait le monde, dira Fauchier-Magnan dans ses Tétières. Abel Herman dans Souvenirs de la vie mondaine émet la même opinion lorsqu'il rencontrait Arthur Meyer dans le salon de Madame Strauss, boulevard Haussmann. Il était alors dans toute son ampleur et dans toute sa gloire. Il était l'esprit de Paris, il personnifiait le monde. Grâce au succès de son journal ciblant une clientèle huppée et aristocratique, Arthur Meyer a obtenu considération et déférence auprès de cette société hiérarchisée à l'extrême, codifiée, à cheval sur les préséances dont il avait appris à maîtriser toutes les règles. En plus de son élégance vestimentaire, il avait un maintien parfait, des gestes mesurés, s'imposant adroitement dans les meetings et réunions grâce à son autorité naturelle jugée intimidante par ses collaborateurs et avait l'art de se mettre en scène. Il avait un regard si perçant et envoûtant qu'il pouvait hypnotiser son interlocuteur, racontera Françoise, sa fille cadette. Dans les salons il maniait parfaitement l'ironie,
mais avait du tact et le souci des formes. Il était courtois sans être obséquieux et manifestait envers les femmes une politesse d'Ancien Régime. Note Zamacoy dans Pinceau et stylo. On lit dans Les Pas effacés de Montesquieu. À ces rencontres lointaines, je dois encore de savoir qu'Arthur Meyer, qui depuis nous est apparu si plaisamment gourmet, solennel et cérémonieux, ne manquait pas de finesse, du moins en ce temps-là. Abel Herman, collaborateur occasionnel du Gaulois, qu'il a côtoyé lorsqu'il était invité par la poétesse Anna de Noailles dans sa villa Bessaraba, au bord du lac Léman, raconte encore dans ses souvenirs cités déjà plus haut, ici au chapitre L'Enchantement d'Amphion. Il avait une manière de tact qui lui tenait lieu de démon de Socrate, et qui l'avertissait de ne point se commettre là où il n'était pas autrement désiré. Il sentait probablement aussi qu'il n'aurait pas été facilement à la conversation, loin de la diriger comme sa dignité le voulait. Enfin, il jouait partout au souverain, à ce titre il était partout chez lui, un protocole réglé par lui-même lui interdisait de faire des visites. Il ne pouvait qu'en recevoir, d'ailleurs on ne lui en faisait pas. Il avait son quartier général dans l'une des maisons du parc où justement je demeurais avec le prince de Brancoven. Sa chambre et la mienne étaient porte à porte. Je dois dire que c'était un voisin assez incommode. J'entendais constamment les allées et venues de son valet de chambre. Il recevait aussi une vingtaine de dépêches par jour, et l'on ne voyait plus que des télégraphistes dans le couloir. Pour avoir plus de détails, le père de l'auteur interrogea un cousin de la famille. Il s'agissait de Raymond Ducas, fils d'Ernest Ducas, neveu de notre directeur. « Quel souvenir en avez-vous » lui demanda-t-il. « Tu sais, j'étais très jeune à l'époque mais je me souviens d'un homme extrêmement raffiné. » Arthur Meyer s'est distingué des autres boulevardiers en se promenant accompagné d'un caniche. Le premier était blanc, on le constate grâce à la photographie de Nadar reproduite dans le chapitre « Arthur Meyer, directeur du Gaulois ». On devine que le choix de ce type de caniche n'était pas anodin. Quoi de mieux pour un directeur de quotidien royaliste que de s'afficher avec un caniche royal? Ce type de chien élégant, sportif et distingué a été adopté dès le XVe siècle par la cour de France. Il nomma ce premier caniche GYP, pour se moquer d'une femme de lettres qui avait adopté ce pseudonyme pour signer ses œuvres. Il s'agit de la romancière et illustratrice Riquetti de Mirabeau, qui bien qu'affichant ses opinions antisémites, était bien contente de pouvoir écrire aux Gaulois, notre directeur appréciant son talent. Plus tard Arthur Meyer prit un caniche marron, on le sait par Léon Daudet, collaborateur du Gaulois qui parle d'un caniche couleur chocolat dans son livre Salons et journaux. Plus tard Arthur en adopta un autre, de couleur noire comme on le constate sur un dessin de Sem, reproduit dans le chapitre consacré aux caricatures. On voit Arthur Meyer courbé par la vieillesse saluant avec son haute forme et tenant de l'autre main son caniche. Sem le caricaturiste va partout et croque. Un portrait de Sem est un brevet de parisianisme. Il a figé les boulevardiers les plus célèbres. Arthur Meyer a vécu pour le monde, avec du sérieux dans l'esprit, avec des passions bouillonnantes dans le cœur. Son rêve de jeunesse fut de passer pour un type accompli de la frivolité élégante qui fut de mode sous le Second Empire. L'âge ne guérira point de ce souci de prendre des airs et des poses. Fasciné par la personnalité coruscante de son directeur, Corpechot que l'on vient de citer, a tenté de la comprendre en faisant appel à la notion de bovarisme, notion introduite par le philosophe Jules de Gaultier. Il s'agit d'individus désirant être autres en se forgeant la personnalité qu'ils désirent avoir. Arthur Meyer avoue lui-même dans ce que mes yeux ont vu, vouloir paraître plutôt qu'être. Et Corpechot ajoute. De sa manière sentencieuse, son emphase, cette personnalité d'emprunt lui paraissait indispensable pour être l'oracle et le représentant du grand monde. Ces existences vedettes qui étaient autrefois sur les boulevards comme les stars sont maintenant à Hollywood, et dont on se demandait s'ils prenaient leur rôle au sérieux ou s'ils faisaient semblant. Les boulevards de Paris ont leur légende, ici galante, plus loin terrifiante. On chantait la romance à la porte Saint-Denis mais plus loin on assassinait boulevard du crime, tous les théâtres dans cette partie du boulevard ne jouant que des mélodrames. Le boulevard, écrivait déjà Balzac en 1845 dans Histoire et physiologie des boulevards de Paris de la Madeleine à la Bastille, qui ne ressemble jamais à lui-même, ressent toutes les secousses de Paris. Il a ses heures de mélancolie et ses heures de gaieté,
ses heures désertes et ses heures tumultueuses, ses heures chastes et ses heures honteuses. Lorsqu'on parlait hier encore du boulevard, cela désignait cette partie de la grande artère parisienne qui s'étend de la place de la Madeleine à celle de la République. C'était et c'est encore aujourd'hui la portion la plus vivante, celle où se concentre l'activité de la ville, à toute heure du jour et de la nuit. Elle a conservé aux yeux des provinciaux et des étrangers tout le prestige d'antan. Pour les boulevardiers, leur royaume se limitait de l'Opéra à la Madeleine en passant par la rue Royale. Les travaux d'élargissement et d'embellissement du baron Haussmann sous le Second Empire ont profondément modifié la capitale. Ce parcours où flânent les boulevardiers est agréable à la belle saison quand il fait bon se balader à l'ombre des grands arbres ou s'arrêter pour converser. Les trottoirs qui ont été aménagés permettent ces promenades. C'est là qu'on voit et qu'on est vu. Lorsqu'il fait beau, de nombreux élégants vont s'asseoir au café à terrasse qui se sont multipliés grâce aux larges trottoirs. C'est l'époque des équipages qui donnait à Paris une note d'élégance si particulière. Les voitures à chevaux conduites par des dandys jadis appelés lions étaient accompagnées de leurs laquais portant haute forme à cocarde. Elles passent lentement au trot. On se montre et on admire le demi-daumon du comte Boniface de Catellane, le prince de toutes les élégances, les Victoria grand-duc de la duchesse de Mercy-Argenteau et de la princesse de Metternich, le Melphaéton du vicomte de la Rochefoucauld, le landau du duc de Doudoville, le buggy de Louise Balti, les beaux pur-sang montés par de bons cavaliers et d'autres calèches ornées de blasons multicolores. L'apparition des voitures automobiles fera disparaître cette mode aux approches de la Grande Guerre. À entendre les témoins, cette partie du boulevard, c'est le visage de Paris qui rit, son cœur qui bat. C'est là que courent les potins, que naissent les légendes et que se font et se défont les réputations. Un petit monde turbulent y fait la loi, régit les théâtres en consacrant un triomphe, en achevant une défaite, créant et entretenant le succès d'un café, d'un restaurant. En plus des caricatures, Arthur Meyer a été également représenté par des dessins d'information qui veulent rendre compte d'une réalité objective. Là où le dessin satirique propose de créer un écart important avec la réalité visible pour en saisir la vérité, le dessin d'information ambitionne de réduire au maximum cet écart. Les personnages, les lieux, les ambiances semblent avoir subi le moins de déformations possible. Ainsi, dans la revue illustrée du 15 novembre 1891, Arthur Meyer apparaît en première page dessinée par Goutte, dessin minutieux qui veut exprimer l'élégance du personnage. Le directeur de cette revue, Adolphe Brisson, décrit le personnage de façon élogieuse dans la rubrique « À travers champs » qui a été retranscrit au début de ce chapitre. Jean-Baptiste Goutte, 1883-1921, est un dessinateur, caricaturiste et portraitiste français formé par l'école de Jérôme. Sociétaire des artistes français, il s'installe en Angleterre et collabore à la revue Vanity Fair et aussi l'illustration. Il a réalisé des portraits officiels comme celui de la reine Victoria. Boulevardier, on appartenait au boulevard par l'esprit, par la fantaisie, par l'indépendance. À la fin du XIXe siècle, l'humour est partout sur le boulevard. Il est si tenace qu'il se prolonge au siècle suivant mais pas au-delà de 1906, précise Jacques Chastenay dans son essai intitulé La Belle Époque. Très jeune, Arthur Meyer a eu pour ami Aurélien Scholl, un des hommes les plus spirituels de son temps qui concurrencera puis remplacera Nestor Roqueplan, le boulevardier le plus célèbre du Second Empire. Scholl regroupait au Café Tortoni puis au Café Anglais une véritable cour d'admirateurs. Il a tenu cette gageure d'avoir de l'esprit pendant 50 ans. Arthur Meyer ne pouvait être qu'influencé par cette causticité ambiante. Ces hommes semblaient toujours en représentation, soignaient leurs entrées, préparaient leurs mots, étudiaient leurs gestes. Ils ironisaient, persiflaient, mordaient, égayaient, brillaient, raillaient, espérant laisser à la postérité un calembour, une réplique, un mot, une blague, une gouaille, un effet, une boutade. Ils étaient verveux, drôles, spirituels, fins, quelquefois brutaux ou injustes. On entendait des mots fulgurants, des coups de griffe et des rencontres cocasses de vocabulaire. Ils devaient considérer que l'humour est non seulement beau mais nécessaire, en faisant naître un moment fugace et exaltant, donnant un sens à la vie qui ne semble plus inexplicable, irrationnel, chaotique. Jamais il n'y eut autant d'hommes d'esprit que dans les 25 années qui précédèrent la guerre de 1914. Citons les plus connus,
Alphonse Allais, Emmanuel Arène, Tristan Bernard, Alfred Capu, Caillavet Courteline, Catulle Mendès, Feydeau, Forain, Lucien Guitry, Gros-Claude, De Flers, De Croisset, Jules Renard, Rochefort, Nestor Roqueplan, Aurélien Scholl, Willy. Les tenants de la tradition, partant du boulevard, allaient au bois de Boulogne de 11h du matin à midi. On rencontrait les hommes en jaquette noire, pantalons à sous-pieds et chapeaux de soie, saluant les écuyères, également en haut de forme, qui toutes montaient en Amazone. En 1900, on apercevait les célébrités du moment. L'actrice Réjeanne dans sa voiture traînée par des mules à grelots d'argent offerts par le roi d'Espagne, Émilienne d'Alençon, Liane de Pougy, la belle Otero et de temps à autre Arthur Meyer accompagné de son caniche royal. À 11h, tout le monde se trouvait au pavillon d'Ermenonville pour déguster un verre de Porto et 2 heures plus tard le bois entier se vidait de ses snobs. En sortant du Gaulois, Arthur Meyer allait déjeuner au café anglais, retrouver des hommes de lettres. Léon Daudet devait apprécier l'accompagner quand il collaborait au Gaulois, puisqu'il raconte dans Paris vécu au chapitre « Les grands boulevards ». Mais si Capu m'enchantait comme une résurrection à la fois de Montaigne et de Rivarol, si Meyer me divertissait comme le plus drôle des pantins de Paris, les autres avec leurs anecdotes rances m'assommaient. 2 onomatopées lancées par Arthur Meyer ont eu un grand succès et sont toujours utilisées, il s'agit de pchit et de vlan. Nous le savons grâce à Édouard Drummond qui le signale lorsqu'il parle d'Arthur Meyer dans son livre La France juive. Il a vraiment une sorte de rôle dans la vie élégante. C'est lui qui a mis en circulation ces mots de pchit et de vlan que nos gentilshommes répètent avec une grimace idiote. Des groupes de jeunes élégants adopteront ces onomatopées pour se désigner. On parlera de la bande des Vlans et de la bande des Pchits. À part les riches rentiers, une bonne partie des boulevardiers appartenaient au monde de la presse, de la finance et du théâtre. À certaines heures, la rédaction des journaux proches des boulevards s'engouffrait dans les cafés et restaurants, rejointe par le personnel des banques voisines et leurs financiers. Le Crédit Foncier et le Crédit Lyonnais sont sur les boulevards et la bourse n'est pas loin. En 1900, on recensait plus de 2000 cafés et près de 1500 restaurants. Mais ceux fréquentés par les gens du monde étaient peu nombreux. Citons le café Glacier Tortoni, le café anglais, la Maison Dorée, le Weber, le Napoléon ou le café de Paris. Ils disparaissent après le Second Empire sauf le dernier qui change d'emplacement. Parmi les grands restaurants qui existaient encore en 1900, on peut citer le Bréban où avaient lieu la plupart des dîners littéraires, le Paillard, le Pocardy, le Prunier, la Rue, Durand, Lucas et le flambant neuf Maxims. Les dernières années du XIXe siècle marquèrent la fin de l'esprit boulevardier, expression lancée par Louis Veuillot dans ses Odeurs de Paris. Dans La fin du boulevard, Simon Arbelot écrit « Dans toute cette agitation boulevardière, il est un vieux Parisien, Arthur Meyer, le directeur du Gaulois, qui déjà se refuse à reconnaître le Paris qu'il a aimé. Pour lui la fin de Tortoni et du café anglais, la mort de ses amis le prince de Sagan, le duc de Massa, le prince d'Essling, c'est le crépuscule des seigneurs et des gens d'esprit. La parisine, cette essence vaporeuse et délicate baptisée par Nestor Roqueplan s'est à jamais évaporée. Monsieur Arthur Meyer se montre bien désabusé. Le boulevard lui fait l'effet d'un roi en exil. Il ne reconnaît plus son public dans cette foule sans élégance qui a l'air d'attendre l'autobus. Cette dernière phrase est retranscrite par Dariste à la première page de son ouvrage La vie et le monde du boulevard, 1830 à 1870. Arthur Meyer a aimé les boulevards. Il y a installé son Gaulois, son musée Grévin et il logea là au cœur de son monde, de la vie mondaine et de celle des affaires. Arthur Meyer, directeur du Gaulois. L'acquisition du Gaulois. Dans le chapitre 9 ans loin du journalisme, on signalait qu'Arthur Meyer allait régulièrement rendre visite à Émile de Girardin, son mentor. Un jour de printemps 1879, relate Jules Véran, rédacteur de Comoédia, dans son article nécrologique du 3 février 1924, Girardin dit à Arthur Meyer : « Mon cher ami, vous êtes maintenant assez renseigné sur le monde des affaires, ce qui est à notre époque nécessaire à un journaliste. Il faut que vous deveniez un grand journaliste, un directeur de journal. » J'y ai songé, répondit Arthur Meyer. Dès que j'aurai 1 million à moi, j'achèterai un journal. Pas nécessaire. Je vous donne le Gaulois, voulez-vous ? Certes, mais. Laissez-moi faire.
Sans tarder, Girardin mettait Arthur Meyer en rapport avec le banquier de la banque parisienne. Le directeur du Gaulois, Edmond Tarbé, alors en difficulté financière, cherchait un acquéreur. Le journal chaque année perdait des lecteurs et périclitait, malgré la qualité de ses collaborateurs. Tarbé avait développé la partie littéraire en engageant François Coppée, Barbé d'Orvilly, Arsène Housset et un temps Catulle Mendès enlevé au Figaro. Les articles politiques étaient signés par Albert Wolff, Auguste Vitu et Edmond Tarbé. Pour résoudre ces problèmes de trésorerie, Tarbé augmenta la place accordée à la publicité. Puis il loua son bulletin financier à des banques. Malgré ces mesures, il n'arriva pas à équilibrer son budget et se décida de vendre son journal. Son échec pourrait être dû au contenu austère du journal, à la ligne politique bonapartiste ou à la personnalité rigide de son directeur. Les pourparlers s'engagent mais des difficultés apparaissent. Finalement, la vente a lieu fin juin 1879. La veille de la signature, notre futur directeur réunit à dîner Émile de Girardin, le général Fleury, le comte de Camondo et le marquis de La Valette. Ils conseillèrent à Arthur Meyer de hâter la négociation. Puis ils trinquèrent à la prospérité du Gaulois. Les actes, déposés chez le notaire Melavoignat, établissent les statuts de la nouvelle société anonyme Le Gaulois fondée par Arthur Meyer le 1er juillet 1879. Le siège est au 16 rue de la Grange-Batelière. Il détient 60% des parts. Émile de Girardin en est l'administrateur. Il cédera en 1880 ses parts à son fils Alexandre. Notre directeur possède tout pouvoir sur la rédaction du journal et reçoit un substantiel salaire annuel en plus d'un pourcentage. Par contre, il peut être révoqué par l'Assemblée générale extraordinaire aux 2/3 des voix. Sur les 1650 actions émises à 500 francs chacune, Arthur Meyer n'en possède que 50. Des accords ont lieu avec le banquier de Werbrook, propriétaire de la banque parisienne et du journal financier Le Capitaliste, qui désormais participe à la Société du Gaulois en tant que président du conseil d'administration. Il détient une majorité des actions, ce qui rend Arthur Meyer vulnérable. Parmi les actionnaires, plusieurs noms se rattachent à la famille politique de l'Empire. Le général Fleury et le marquis de La Valette sont d'anciens ambassadeurs de Napoléon III, Victor Masséna, fils du maréchal de Napoléon Ier, et le prince Poniatowski, écuyer de l'empereur. Mais on ne relève aucun nom appartenant à la mouvance royaliste. Dans le Gaulois du 1er juillet 1879, Edmond Tarbé fait ses adieux émus à ses lecteurs tandis que notre nouveau directeur lance un vibrant salut plein de promesses. C'était le 1er septembre 1879 que notre directeur devait prendre possession du Gaulois, mais un événement important le décide d'avancer cette date. Le fils de Napoléon III est tué en Afrique, et les obsèques vont avoir lieu à Londres. Notre nouveau directeur compte y assister pour représenter le Gaulois, et faire la une du journal. Ainsi est-il sûr d'en augmenter le tirage. Révocation d'Arthur Meyer. Après ce décès, le nouveau prétendant, le neveu de Napoléon III, se déclara républicain. Notre directeur résolument dynastique opta pour la royauté. À l'époque, le royalisme avait des adeptes et un avenir. Il s'en explique au lecteur du Gaulois, et le note dans ce que mes yeux ont vu. Le prince Napoléon tournant décidément le dos à l'Empire, dont il était le seul représentant, je ne pouvais faire mieux que l'imiter. Il était devenu nettement républicain, je demeurais dynastique. Le journal avait accompli son évolution vers la royauté. Mais le banquier de Werbrook ayant tout d'un coup incliné à gauche, entend désormais rallier la politique du journal à la République. Devant le refus d'Arthur Meyer, il réunit les actionnaires en mars 1881 et fait révoquer Manu Militari Meyer et son équipe. 2 actionnaires administrateurs demandent à Arthur Meyer de publier les lettres de protestation qu'ils ont adressées à de Werbrook. Elles sont publiées dans le Gaulois du 5 mars 1881. Monsieur le Président. Le Gaulois, avec sa ligne politique actuelle, grâce à l'habileté de son directeur, au talent de sa rédaction, à un zèle incessant, éclairé, utile, auquel nos délibérations ont maintes fois rendu hommage, le Gaulois vivait et promettait de bien vivre. Poussé par je ne sais quel mobile, vous renoncez aux résultats acquis pour courir une aventure,
pour chercher une place dans la presse républicaine où déjà toutes les bonnes places sont prises. Vous sacrifiez le bien du journal à un autre bien que vous niez vainement, celui de la Banque parisienne. J'ai l'honneur, Monsieur le Président, de résilier dans vos mains le mandat qui m'a été conféré par l'Assemblée générale du 26 avril 1880. Recevez. De Biencourt. Et cette autre lettre. Monsieur le Président. Le bruit qui s'est répandu de la transformation du Gaulois en journal républicain, m'ayant été certifié exact par son directeur Mr. Arthur Meyer, que je suis allé voir aujourd'hui à cet effet, je vous envoie ma démission d'administrateur. Recevez. Alexandre de Girardin. Le 19 avril 1881, les statuts de la Société anonyme du Gaulois sont modifiés chez le notaire Lamoignat. Le capital de 1 200 000 francs est augmenté de 300 000 francs. Arthur Meyer reste actionnaire minoritaire mais n'assiste plus aux assemblées. Désormais Werbrook peut imposer au journal une orientation républicaine. Il choisit pour diriger le journal Jules Simon, ancien président du Conseil des ministres, et Élie de Sion, professeur d'anatomie. Henri de Penne propose alors à Arthur Meyer d'acheter le quotidien Paris Journal qu'il a créé en 1869 et dont il est le rédacteur en chef. Ce journal passera ensuite entre les mains de différents directeurs. Le 26 avril 1882 est fondée la société en commandite par action Paris Journal, Arthur Meyer et compagnie, au capital de 600 000 francs et dont le siège est au 9 boulevard des Italiens. Notre directeur est élu président de l'Assemblée générale. Il possède 50 actions en plus de l'apport initial de 51 000 francs. Octave Mirbeau, qui est nommé secrétaire, détient 4 actions. Parmi les actionnaires on note des grands noms de la noblesse. Le duc de Castries et le prince de Valorie, des banquiers comme Albert Cahen d'Anvers, Jules Agasse cousin des Camondo, Alexandre de Girardin et l'Alliance israélite universelle qui restera actionnaire jusqu'au décès d'Arthur Meyer en 1924. Reprise du Gaulois par Arthur Meyer. Arthur Meyer est sollicité 1 an après son départ du Gaulois par les actionnaires de la Société du Gaulois, pour en reprendre la direction. Le journal périclite. Les tirages sont passés de 27 000 en 1869, à 14 000 en 1870 et à 11 000 en 1881. Il raconte cette revanche. 1 an s'était à peine écoulé qu'on revenait à moi. J'étais, paraît-il, le Terre-Neuve qui devait une seconde fois ramener à la rive le Gaulois en train de se noyer. On vint me chercher au Paris Journal que je venais d'acheter et que je dirigeais avec Henri de Penne, et je fis une entrée triomphale dans mon ancienne maison que je n'ai plus quittée depuis plus de 30 années. Notre directeur arrive à une période très favorable pour la presse. Le 29 juillet 1881 est promulguée la loi sur la liberté de la presse. C'est une des grandes lois de la Troisième République, une loi de liberté telle que la presse n'en a jamais eu en aucun temps, selon le garde des Sceaux de l'époque, Jules Cazot, comme le rapporte René Mazédier dans son Histoire de la presse parisienne. De surcroît, grâce aux effets conjugués de l'industrialisation de la fabrication, de la modernisation, de sa distribution et de l'introduction de la publicité, le journal est devenu un produit de consommation courant. Par ailleurs, la généralisation de l'instruction par l'alphabétisation de masse fut une des conditions premières du succès de la presse. La multiplication des titres, l'intense diffusion des journaux dans la France entière dès la fin du XIXe siècle, donneront à la presse une force autonome lui permettant de devenir un vrai pouvoir, peut-être même dominant, et elle va compter comme une des institutions qui font vivre la démocratie. Mais on va reprocher aux journalistes leur prétention à se substituer aux intellectuels, pour être considérés comme des maîtres à penser, et à s'immiscer dans le jeu politique à la place des élus. La presse sera confrontée à des bouleversements qui l'obligeront à définir ses règles et ses valeurs propres. Cette transformation du journalisme ressemble beaucoup à la révolution audiovisuelle puis informatique survenue à la fin du XXe et du début du XXIe siècle, qui imposa aux journalistes de redéfinir les exigences de leur métier en s'inspirant de leurs aînés du XIXe siècle. C'est à cette période que le modèle de la presse américaine basé sur l'information à outrance va influencer toute la presse européenne. Les journaux qui appliquent cette conception misent sur le divertissement, la multiplication des reportages, des interviews,
d'événements spectaculaires, de scandales pour attirer et retenir les lecteurs. 4 titres. Le Petit Journal, Le Précurseur, Le Journal, Le Matin et Le Temps adoptent cette formule et deviennent des journaux titanesques, écrits en 1911 Arthur Meyer dans Ce que mes yeux ont vu, au chapitre Son Altesse la Presse, où il parle des principaux journaux de Paris et de province. Les journaux comme Le Gaulois qui obéissent à l'autre conception, sans négliger l'information, défendent une opinion, nourrissent la réflexion, suggèrent des idées, prévoient les événements, cherchent à interpréter les attentes mal définies de l'opinion publique sans renoncer à être un lieu d'expression littéraire. Tel est l'avis de Léon Daudet qui précise dans son bréviaire du journalisme. La polémique, le commentaire, le récit ou l'exposé, voilà les 3 éléments principaux d'un journal digne de ce nom et qui prétend enseigner et guider, non suivre son public. Et plus loin il ajoute. Dans la bataille des idées, le journal quotidien représente l'artillerie. Si le tir est dirigé efficacement, il doit rendre intenables les positions ennemies. Ferenczi a relevé l'enquête de l'historien Frédéric Lollier pour la Revue Bleue, parue dans 7 numéros de 1902 à 1903. Il interroge des journalistes étrangers, notamment Théodore Herzl de la Neue Freie Presse de Vienne, personnage bien connu d'Arthur Meyer, qui répond. Si je lis la presse de Paris pour me distraire, je lis celle de Londres pour me renseigner le plus exactement possible sur les événements de mon temps. Le manque de renseignements est le défaut du journal français, et peut-être sa qualité. Et Lollier conclut qu'il convient de conserver jalousement les qualités de cet esprit français, les défendre contre l'excès d'un reportage effréné. En un mot, fondre ensemble l'intérêt et la véracité, ce serait l'idéal du genre. Dans les archives de la Seine et aux archives nationales, se trouvent déposés les minutiers des statuts des différentes sociétés du Gauloises établies par Melavoignat. Le 7 juillet 1882, il est précisé que la Société anonyme du Gaulois est dissoute après avoir supprimé son passif grâce à la banque du principal actionnaire de Werbrook. À la rubrique « Modification de société des affiches parisiennes », il est mentionné que les liquidateurs de Sion et Simon, directeurs de la Société anonyme Le Gaulois, 9 boulevard des Italiens, ont fait un apport de tout l'actif du Gaulois comprenant le titre du quotidien, la clientèle d'abonnés et d'acheteurs et les baux des locaux où s'exploite le dit journal. Arthur Meyer devient directeur gérant de la nouvelle société en commandite par action, le Gaulois Paris Journal qui remplace la société Paris Journal. Arthur Meyer et compagnie, les anciens actionnaires reçoivent de nouveaux titres. Arthur Meyer, patron de presse. Dès qu'Arthur Meyer reprend la direction du Gaulois, il nomme son ami Henri de Penne directeur adjoint, tout en le laissant à la même fonction au Paris Journal. Il décédera quelques années plus tard, en 1888. Pour acquérir de nouveaux lecteurs, notre directeur achète le journal catholique La Civilisation qui avait été fondé un an auparavant par Henri Déhoux. Le 13 novembre 1882, Arthur Meyer dans son éditorial avertit les lecteurs de La Civilisation qu'ils fusionnent leur quotidien pour l'englober dans le Gaulois. Il s'adresse à ses lecteurs en utilisant un ton emphatique exaltant leurs sentiments patriotiques. Pour moi, la seule façon de rester fidèle à la devise adoptée par moi pour le Gaulois, je chante clair. J'y reviens avec joie, et j'affirme qu'elle convient également à la rédaction et à la clientèle patriotique du Paris Journal. Je chante clair. La clarté est la qualité française par excellence. Plus nous chanterons clair et plus nous marcherons tambour battant, plus nous serons suivis comme on suit en marquant le pas, un régiment qui passe. Ce ton particulier est une des caractéristiques du style de l'époque. Il leur dit aussi avoir adopté la devise du coq gaulois, je chante clair. Le coq est le nouvel emblème national français qui, au moment de la Révolution française, a remplacé la fleur de lys et fut adopté par le roi Louis-Philippe en 1830. Ce symbole patriotique figurera sur les papiers à en-tête d'Arthur Meyer, ses cartes de visite et sur l'ex-libris de sa future bibliothèque, d'où cette boutade que l'on entendra circuler. Arthur Meyer, le vrai Gaulois, directeur du Gaulois, a comme emblème le coq gaulois, et aussi ce persiflage. Le vrai Gaulois, le plus authentique Gaulois est Arthur Meyer, directeur du Gaulois. Malgré son titre égrillard, évocateur de facéties rabelaisiennes, le Gaulois fut toujours un journal bien appris et bien pensant. Comme un annoncier prétendait y vanter les bienfaits d'un diurétique, Arthur Meyer
répondit avec dignité en tapotant ses favoris, Monsieur, on n'urine pas dans nos colonnes. Réplique inattendue et comique retenue par Paul Rebout dans ses mémoires qui ajoute: Il était toujours très courtois. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.